Dans la vidéo précédente, nous nous étions penchés sur l'archétype du guerrier, cette figure de la psyché qui avance, qui combat, qui résiste à l'épreuve et qui se construit à travers l'action et la confrontation au réel. Ces épreuves permettent au héros d'évoluer dans son processus d'individuation et d'accéder progressivement à une forme de sagesse. À force d'expérience, le guerrier vieillissant devient le détenteur d'un savoir qu'il pourra à son tour passer à un nouveau héros pour que ce dernier puisse accomplir son propre chemin. Dans le cycle narratif, le guerrier finit donc par devenir un magicien qui va participer à l'avènement d'un autre guerrier en le guidant avec des conseils avisés tout au long de son aventure. Et c'est précisément cette figure du magicien qui va nous intéresser aujourd'hui. Comme nous l'avons évoqué dans la vidéo précédente, il existe un lien consubstantiel entre la figure du magicien et celle du guerrier, qui, ensemble, forment un couple archétypal. Fondamentalement, le magicien est celui qui fournit au héros l'objet magique qui va lui permettre d'avancer dans sa quête et ainsi de lutter contre le chaos. L'archétype du magicien est donc intimement lié à la notion de technique. D'un point de vue évolutionniste, il fait écho à cette caractéristique fondamentale et propre au genre humain, qui est la capacité à fabriquer des outils. C'est cette image de l'homo faber qui ne se résume pas seulement par le fait que l'homme utilise des outils, mais surtout par sa capacité à en créer afin d'agir plus efficacement sur son environnement et ainsi transformer le monde. Donc par essence, le magicien est un pourvoyeur, un donateur qui fait le don d'un objet magique au héros. Cet objet magique n'est pas nécessairement palpable, ça peut être simplement une formule, un conseil, un élixir ou un renseignement, même si le plus souvent dans les récits mythologiques, il prend la forme d'une arme. Dans tous les cas, c'est un objet doté d'un pouvoir certain et qui a pour vocation d'être utilisé avec une valeur apotropaïque, c'est-à-dire un objet qui permet de conjurer le mal. L'exemple type, c'est le bouclier donné à Persée par Athéna, déesse de la sagesse, qui permet à Persée d'avancer face à Méduse sans avoir à la regarder directement. Le magicien fait donc le don d'un objet éminemment puissant dans l'espoir que le héros l'utilise pour faire reculer le chaos. Mais pour autant, l'objet en soi, comme toute technique, reste neutre. Il peut donc être utilisé autant pour faire le bien que pour faire le mal. In fine, tout dépend du choix du héros, car comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est le libre arbitre qui caractérise fondamentalement le héros. Luke Skywalker reçoit le sabre laser, mais il aurait très bien pu l'utiliser à mauvais escient et faire rayonner le côté obscur de la force. De la même manière, la fission nucléaire est une technique qui peut être utilisée pour produire de l'électricité ou pour fabriquer des bombes atomiques. Donc bien sûr, une incarnation concrète du magicien dans la modernité, c'est la figure de l'ingénieur, ou plus largement celle du chercheur ou du scientifique. Chaque fois que l'on utilise nos capacités d'observation pour recueillir des informations en vue de produire une solution, on active la part de magicien qui sommeille en chacun d'entre nous. Le comportement typique du magicien correspond à cette capacité à résoudre des problèmes avec, au bout du compte, une promesse d'amélioration. Fondamentalement, c'est la promesse de la science et auparavant celle de l'alchimie qui est en quelque sorte la précurseur de la science telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette idée alchimique de transmutation de la matière en vue d'obtenir la santé, la longévité et la richesse reste encore aujourd'hui le moteur principal de la science moderne. Le scientifique est donc celui qui s'échine à transformer le réel pour rendre nos vies meilleures. Et de manière intéressante, on peut noter que dans la mythologie, il existe très souvent aussi une forme d'avertissement par rapport à cet usage de la science et de la technique. Si l'on prend une figure classique de la mythologie grecque comme l'ingénieux Dédale, on voit qu'il est châtié par les dieux
et que son fils Icare finit brûlé par le soleil à cause des ailes que son père Dédale avait inventées pour lui. L'idée sous-jacente est qu'il y a derrière toute invention une forme d'hubris, de démesure, qui peut mener à la perte. Au fond, cela correspond au fait d'être dépassé par la technologie que l'on a créée. Une autre variante plus moderne de ce mythe est celui de Frankenstein, avec le docteur du même nom qui est dépassé par la créature qu'il a lui-même inventée. L'archétype du magicien soulève donc aussi une interrogation de nature éthique, qui est celle des limites du progrès. On n'arrête pas le progrès dans le sens où il est en marche, parfois au point de ne plus en avoir totalement le contrôle. Alors si on devait aller encore plus en profondeur dans les structures fondamentales de la psyché, on pourrait dire que l'archétype du magicien renvoie à cette capacité proprement humaine à passer du monde intérieur au monde extérieur et vice-versa. Au bout du compte, nous sommes toujours en train de jongler entre ces deux instances que sont l'esprit et la matière, entre le monde intelligible d'un côté et le monde sensible de l'autre, entre le potentiel et son actualisation. Le magicien apparaît alors comme une interface entre l'invisible et le visible, entre les idées et leur concrétisation. Et il existe toujours un mouvement de boucle rétroactive entre ces deux espaces. On part d'une observation du réel, donc de la matière, on conceptualise la possibilité d'un changement par le raisonnement et nos capacités cognitives, dans un espace qui est proprement mental, puis on applique cette transformation à nouveau sur la matière. Et ce mécanisme se répète indéfiniment dans une dynamique d'amélioration continue. Ces allers-retours incessants entre la pensée et l'action permettent l'émergence de la nouveauté, et ils font donc indéniablement écho au potentiel créateur de l'être humain. Et c'est là que l'on peut aussi considérer la figure de l'artiste comme une autre facette de l'expression du magicien. Au fond, si l'on s'attarde sur les grandes tendances de la personnalité, le point commun entre l'artiste, l'ingénieur et l'entrepreneur, c'est qu'ils obtiennent tous généralement un score assez élevé en matière d'ouverture dans le modèle des Big Five. Dans tous les cas, on retrouve cette curiosité, cette tendance fondamentale à aller vers la nouveauté et cette volonté d'ajouter quelque chose à l'ordre du monde. Chez l'artiste, cette tendance est poussée à l'extrême. On a une expression très personnelle, singulière de la créativité. Avec cette figure de l'artiste, on retrouve aussi, d'un point de vue mythologique, une connexion au divin. L'artiste est à l'image de Dieu qui est l'artisan du monde, dans le sens où il est capable d'une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant, à partir d'une idée complètement nouvelle. Dans ce cas, on parle d'enthousiasme, au sens étymologique du terme, le fait d'être inspiré par les dieux, d'avoir des épiphanies qui nous permettent de produire des idées complètement novatrices qui sont jugées géniales. C'est une question intéressante puisque, au final, on ne sait pas vraiment d'où viennent nos idées et si elles nous appartiennent véritablement. Et même parfois, c'est plus nos idées qui nous possèdent que nous qui les possédons. Mais toujours est-il que ce côté démiurgique de l'artiste n'est pas sans risque non plus, et il rejoint le problème évoqué précédemment, à savoir celui de la démesure. Le fait de se croire à l'égal des dieux se solde souvent par un châtiment assez cruel de leur part. C'est un avertissement moral que l'on comprend bien au sujet de l'artiste, puisque dans la réalité des faits, très peu d'artistes réussissent. C'est un pari excessivement risqué et audacieux que de se présenter de manière aussi personnelle et intimiste aux yeux de tous comme un créateur. Une petite minorité d'artistes et d'entrepreneurs sera auréolée de gloire et de succès, mais l'écrasante majorité restera incomprise parce qu'il y a souvent dans la proposition qui est faite par l'artiste
Une vision trop subjective, trop personnelle et donc inintelligible aux yeux des autres. Autrement dit, dans la figure de l'artiste, il manque parfois un chaînon dans cette boucle rétroactive dont nous avons parlé plus tôt, et qui correspond à l'observation et à l'adéquation par rapport au réel. L'artiste incompris, c'est celui qui n'est pas suffisamment en prise avec la réalité, c'est celui qui vit dans son monde intérieur sans prêter suffisamment attention à la demande du monde extérieur. C'est celui qui n'est pas au bon endroit, au bon moment, et qui ne propose pas quelque chose qui trouve un écho chez ses congénères. Alors si on devait se rapprocher encore plus de l'essence des mécanismes qui sont à l'œuvre derrière cette figure du magicien, on pourrait dire que le magicien, de manière plus générale, est celui qui manipule de l'information. Le magicien renvoie à cette habilité qui nous permet de lire les systèmes et de les traduire sous la forme de concepts et d'abstractions. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue narratif, dans les récits, le magicien joue souvent le rôle du messager. Il apporte une information nouvelle, un code, un déchiffrement qui va débloquer une situation, et ce faisant, il va fournir ainsi une nouvelle carte mentale pour percevoir le monde d'une autre manière. Donc au cœur de cet archétype, ce qui est en jeu, c'est la connaissance, le savoir et la transmission. Une connaissance d'abord hermétique, souvent tenue pour occulte. Dans les récits, l'enchanteur apparaît presque toujours comme une figure marginale, en retrait de la société, et en cela, il se rapproche, par certains aspects, de la figure du trickster, un être en décalage, capable de naviguer entre plusieurs registres de réalité, et dont on a déjà parlé en longueur dans une vidéo précédente. Le magicien occupe une position liminale, il a un pied dans l'ombre et un autre dans la lumière. Depuis ce point de vue singulier, il capte une forme de connaissance qu'il extrait à partir du chaos pour la ramener vers le monde familier. Encore une fois, il est à la frontière du visible et de l'invisible, et c'est précisément cette position qui fonde son isolement. Le mage est solitaire parce que l'invisible ne peut pas, d'emblée, être dévoilé au commun des mortels. Il lui faut du retrait, de l'étude, du temps passé dans son antre à lire ses grimoires et à expérimenter, car l'appropriation du savoir exige une forme de réflexion qui ne peut advenir qu'à partir d'une rupture avec le monde ordinaire. On retrouve ici l'image du savant fou isolé dans son laboratoire, du rat de bibliothèque absorbé par ses bouquins ou de l'ingénieur qui fabrique son robot dans son coin. Autrement dit, il faut triturer suffisamment les idées pour qu'elles prennent une forme qui soit présentable aux yeux du monde. En somme, le prototype doit être suffisamment abouti pour apparaître comme utile et donc digne d'intérêt. De manière analogue, la transmission du savoir au héros, tout comme la remise de l'objet magique, s'inscrit aussi dans un temps long qui est celui de l'apprentissage. Il n'existe pas de raccourci, la sagesse s'acquiert peu à peu. Une sagesse acquise sans effort peut même s'avérer dangereuse, comme le suggère la formule rabelaisienne, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le savoir, lorsqu'il n'est pas accompagné d'un cadre éthique ou d'une maturation intérieure, peut devenir destructeur. C'est pourquoi, dans de nombreux récits, le magicien soumet le héros à des épreuves, des énigmes ou des tests avant de lui transmettre l'objet ou la connaissance magique. Il ne s'agit pas d'un simple retard narratif, mais d'une condition essentielle. L'accès au savoir doit être mérité pour être sûr que ce savoir soit assis sur des fondations solides. Dans cette perspective, la figure du magicien rejoint celle du professeur, de l'enseignant ou du mentor.
Le magicien ne se contente pas de transmettre une information, il oriente, il guide, il structure la perception du héros. Ces enseignements permettent d'appréhender le réel sous un jour nouveau, en transformant la manière même de voir et de comprendre le monde. Le magicien est aussi celui qui guérit, c'est un enchanteur, c'est un chaman, et il a ce rôle spécifique de rétablir la santé. La médecine est une forme spécifique de connaissance du magicien qui a donc ce pouvoir spécial de guérison. À la jonction du guérisseur et du conseiller, on trouve également la figure du thérapeute, du coach, ou simplement de l'ami qui apporte un regard extérieur, parfois moralisateur, permettant de grandir et de mûrir. Donc il y a chez le magicien une fonction relationnelle qui met en avant l'importance du rapport à l'altérité et à l'autre, qui reste fondamentalement différent de soi. On notera au passage l'importance décisive de la rencontre entre le héros et le magicien. Il s'agit d'une rencontre le plus souvent fortuite qui offre une opportunité inattendue d'apprentissage, une ouverture vers l'autre sans laquelle le héros ne pourrait pas évoluer. Et dans les récits, on retrouve aussi des figures associées, souvent féminines, de bonnes fées ou de marraines qui jouent ce rôle justement thérapeutique et viennent se substituer souvent aux parents déficients ou absents. Donc le magicien vient aussi prodiguer des conseils qui aboutissent à une expansion de la conscience de soi. Le magicien permet le passage de l'ombre à la lumière, de l'invisible au visible, de l'ignorance à la connaissance, mais aussi de l'inconscient au conscient. Son pouvoir informatif est donc également très lié à l'inconscient et plus particulièrement aussi à l'onirisme. Au final, on peut tout à fait considérer le rêve comme un espace d'apprentissage à la fois mystérieux et symbolique qui nous apporte des informations sur nos peurs, nos angoisses et qui nous permettent d'expérimenter des idées et des comportements dans l'espace préservé et sécurisé du rêve. Une image intéressante de ce rôle d'éclaireur de la conscience se trouve dans le dessin animé Pinocchio, avec le personnage de Jiminy Cricket. On remarque les initiales JC. Aux États-Unis, on utilisait l'expression Jiminy Cricket comme substitut pour Jesus Christ. Ce n'est donc pas un hasard si ce personnage, chez Disney, incarne l'expression de la connaissance de soi et de la conscience morale qui doit se découvrir. Alors le point commun également que l'on retrouve entre toutes ces figures, que ce soit le scientifique, l'ingénieur, le conseiller, le mentor, le messager, le confident, le thérapeute, c'est aussi le rapport au langage et à la communication. Le magicien exprime la puissance du verbe et le pouvoir du logos, donc de la possibilité d'exprimer des idées à travers les mots. De manière plus spécifique, il met en lumière la force illocutoire du langage, c'est-à-dire sa capacité à accomplir une action en même temps qu'une parole est prononcée. Le magicien démontre la valeur performative du langage, autrement dit, le fait que certaines paroles peuvent avoir une incidence concrète sur le réel. Donc par exemple, le magicien va être en mesure de proférer des incantations du type Sésame, ouvre-toi ou Abracadabra, et ces paroles incantatoires vont avoir un effet tangible sur le réel. À noter au passage que c'est également un attribut de Dieu. On retrouve dans la Bible cette idée que au commencement était le Verbe et le Verbe était Dieu. Ou bien encore la fameuse phrase tout aussi biblique que la lumière soit et la lumière fut. En philosophie du langage, on parle d'acte de langage pour désigner le fait que certaines paroles possèdent une véritable efficacité. Elles sont en elles-mêmes des actions. C'est notamment le cas du don, de la promesse ou bien du vœu. Dire je te donne cet objet ne décrit pas seulement un acte, mais l'accomplit en même temps. De la même manière, lorsqu'on entend
Je vous déclare mari et femme, les mots prononcés produisent de facto une transformation du statut des individus qui deviennent des époux. Au-delà des mots, il y a donc parfois une action véritable qui a une valeur symbolique et concrète dans le réel. Alors c'est cette maîtrise du langage chez le magicien qui est aussi le plus souvent à l'origine de sa part d'ombre. On l'a souligné à maintes reprises dans les vidéos précédentes, les archétypes possèdent toujours une part d'ombre qui correspond à une expression dérégulée de certaines fonctions archétypales, suggérant par là l'idée que certains comportements qui au départ se présentent plutôt comme des atouts peuvent, lorsqu'ils sont poussés à l'extrême, devenir néfastes. D'ailleurs, si cette question du passage de l'ombre à la lumière vous intéresse, je vous renvoie à cette autre vidéo sur l'interprétation jungienne du symbole du yin et du yang. Mais toujours est-il que, effectivement, le pouvoir du langage peut être utilisé à des fins négatives. On a par exemple la figure du manipulateur qui va exploiter le langage pour transformer la perception du réel afin d'orienter les comportements dans le sens de ses propres intérêts purement égoïstes. On a également la figure du traître, par opposition à celle de l'ami, qui va rompre la confiance lorsqu'il ne va pas respecter un certain engagement, comme une promesse par exemple. On a également la figure du menteur qui vient introduire la notion de vérité et qui d'ailleurs fait aussi écho au magicien dans son acception professionnelle, au sens d'intermittent qui propose un spectacle de magie. On parle d'illusionniste, de prestidigitateur, et dans ces cas-là, on convoque à nouveau cette idée d'escamotage, de travestissement de la réalité pour impressionner, en faisant croire quelque chose qui n'est pas vrai. D'un point de vue fictionnel, le mage noir, c'est donc celui qui a une connaissance, mais qui l'utilise pour tromper, pour attirer le héros dans la mauvaise direction et le mener à sa perte. Dans la même veine, on retrouve aussi une figure intéressante, celle de la sorcière, qui vient présenter la féminité dans une forme d'altérité radicale. La sorcière condense dans son image l'incompréhension de l'homme face au mystère absolu de la féminité. C'est une figure qui utilise aussi la tromperie, notamment en jetant des sorts de confusion. On pense par exemple à cette scène bien connue du film Les Visiteurs. Et d'ailleurs, au passage, au-delà de la figure fantasmée de la sorcière, la scène est assez bien documentée dans le film, puisque la sorcière fait boire une décoction à base de plantes au chevalier qui lui provoque des hallucinations et qui lui fait confondre son beau-père avec un ours. Et donc ça fait écho à des plantes réellement hallucinogènes qu'on connaît bien, notamment la datura ou la belladone, qui existent vraiment en France et qui sont associées depuis des siècles dans le folklore français à la sorcellerie. Tout ça pour dire que la frontière entre le mythe et la réalité est parfois étonnamment poreuse. Ensuite, une autre incarnation à laquelle on a déjà fait allusion, c'est celle du savant fou, qui est une autre expression de la part d'ombre du magicien. Le savant fou pêche par une forme d'obsession pour la connaissance et il va s'enfermer dans l'intellectualisation et la rationalisation. À tel point qu'il va finir par se croire omnipotent et omniscient, donc à l'égal de Dieu, ce qui va le conduire inexorablement vers la folie. Systématiquement, le châtiment qui punit l'excès d'intellectualisme, c'est la folie. Et puis enfin, on pourrait également évoquer la figure du gourou, qui est aussi une déclinaison intéressante. Là où le magicien intégré possède un pied dans le monde invisible et un pied dans le monde visible, le gourou, lui, va avoir les deux pieds dans le monde invisible. Il va s'enfermer dans une spiritualité excessive et dans une forme de dérive sectaire. Il va entraîner les autres avec lui en les coupant progressivement du réel. Encore une fois, c'est une figure qui, à l'instar de celle de l'artiste, nous rappelle aussi les dangers de la perte de prise avec la réalité concrète et matérielle.
Au final, le risque du monde magique, c'est de rester enfermé à l'intérieur et donc, en conclusion, on peut dire que le magicien intégré et équilibré, lui, reste toujours en interface entre l'esprit et la matière, entre le chaos et l'ordre, entre le yin et le yang. Il va chercher l'information, l'idée, la révélation dans le monde invisible, mais c'est pour la ramener vers le monde visible, avec toujours un souci, au final pragmatique, d'apporter quelque chose de positif qui va améliorer le réel.